L'infirmière avait juste placé le chaud, pleurant paquet de joie dans les bras d'Evelyn. Elle était épuisée, en sueur et plus heureuse qu'elle n'avait jamais été dans sa vie. Elle leva les yeux, s'attendant à voir des larmes de joie dans les yeux de son mari. Au lieu de cela, elle vit sa mère se tenant au pied du lit, tenant une enveloppe manille. Béatrice ne demanda pas à tenir le bébé. Elle ne demanda pas comment Evelyn allait. Elle jeta simplement l'enveloppe sur les jambes d'Evelyn. « Signez-le, Evelyn », elle ricana. Le test de paternité est en attente, mais le divorce est non négociable. Evelyn regarda son mari, Richard, silencieusement, le suppliant de dire quelque chose. Il vérifia juste sa montre. Il pensait qu'il se débarrassait d'un pauvre, orphelin, sans défense. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient juste déclaré la guerre au propriétaire du trésor-hôpital où ils se tenaient. L'odeur stérile de la chambre d'hôpital apportait habituellement aux gens du confort un signe de propreté, de soin. Mais dans la chambre 402 du Centre médical Saint-Jude, l'air était épais d'une toxicité qu'aucun désinfectant ne pouvait récurer. Evelyn Sterling se coucha en arrière contre les oreillers, son corps endolori d'une profonde, jusqu'aux os lassitude. Cela avait été 14 heures de travail, 14 heures d'agonie pour amener une nouvelle vie dans le monde. Dans ses bras gisait Léo, un minuscule miracle au visage rouge, enveloppé dans une couverture d'hôpital standard. Son petit torse se souleva et tomba dans un rythme qui aurait dû arrêter le monde. « Il est beau, n'est-ce pas, Rick ?» Evelyn murmura, sa voix rauque. Elle regarda vers la fenêtre où son mari, Richard Thornton, se tenait. Richard ne se retourna pas. Il regardait le parking, ses phalanges blanches alors qu'il serrait le rebord de la fenêtre. Il portait le costume Armani bleu marine que Béatrice, sa mère, avait choisi pour lui. Il avait toujours l'air impeccable, mais aujourd'hui sa posture criait la lâcheté. Richard. Une voix perçante, glaciale coupa le silence. Beatrix Thornton sortit des ombres près de la porte. La matriarche de l'empire immobilier Thornton était vêtue comme si elle assistait à une réunion de conseil, pas à la naissance de son premier petit enfant. Ses perles étaient réelles. Son tailleur Chanel était ajusté au centimètre près, et son expression était celle de quelqu'un qui venait de marcher dans quelque chose de désagréable. « Regardez-moi quand je vous parle, Evelyn », Béatrice ordonna. Evelyn resserra sa prise sur Léo. « Béatrice, je ne savais pas que vous étiez ici. Où sont les fleurs? Ou peut-être des félicitations? » Béatrice laissa échapper un rire sec, sans humour. Elle marcha au pied du lit, ses talons claquant de façon menaçante sur le sol en linoléum. Dans sa main manucurée, elle tenait une épaisse enveloppe marron. « Félicitations, Béatrice ricana. Pourquoi? Pour avoir piégé mon fils avec un enfant qui n'est probablement même pas le sien. » Evelyn sentit le sang quitter son visage. « Excusez-moi. C'est le fils de Richard. C'est votre petit-fils. »« Nous verrons cela, » Béatrice dit, jetant l'enveloppe sur le lit. Elle atterrit lourdement contre les jambes d'Evelyn. « Mais c'est une affaire pour les avocats. » Ceci, elle pointa, un ongle rouge dentelé vers l'enveloppe, « est pour maintenant. Signez-le. » Les mains d'Evelyn tremblèrent alors qu'elle tendait la main vers l'enveloppe. Elle ouvrit le fermoir, sortant une pile de documents légaux. Le texte en gras en haut fit sa respiration se bloquer. Pétition pour dissolution de mariage. Divorce, Evelyn halta, regardant des papiers au dos de Richard. Rick, qu'est-ce que c'est? Nous venons juste d'avoir un bébé. Richard se retourna finalement. Son visage était pâle, ses yeux évitant les siens. Je suis désolé, Yves. Mère pense, nous pensons que c'est pour le mieux. Pour le mieux. Evelyn s'éleva, se brisant d'émotion. Je viens juste d'accoucher il y a 1 heure. Vous avez tenu ma main pendant que je poussais. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. C'était l'adrénaline qui parlait. Béatrice interrompit, s'interposant entre eux. Soyons réalistes, Evelyn. Vous étiez une barista quand Richard vous a trouvé. Vous n'avez pas de pedigree, pas de nom de famille.
Vous étiez une petite rébellion amusante pour lui, un raclement de gorge phase. Mais maintenant qu'il y a un enfant impliqué, nous ne pouvons pas avoir la lignée Thornton souillée par votre médiocrité. Médiocrité? Evelyn les regarda fixement. Raclement de gorge. Une étrange chaleur commença à monter dans sa poitrine, remplaçant le choc. J'ai soutenu Richard pendant 2 ans. J'ai organisé son emploi du temps. J'ai relu ses propositions. J'ai cuisiné ses repas. Je l'ai fait paraître compétent. Et vous avez été payé avec un toit sur votre tête et des vêtements sur votre dos. Béatrix crocha. Mais le voyage est terminé. Richard est fiancé pour être marié à Sophia Kensington le mois prochain. La fusion entre nos compagnies en dépend. Evelyn se sentit comme si elle avait été frappée à l'estomac. Sophia, cette mondaine venimeuse, vous m'avez trompé. Richard tressaillit. Ce n'est pas de la tricherie, Yves, c'est des affaires. La fusion Kensington sauvera la compagnie. Nous sommes endettés, Yves. Profondément endettés. Vous ne comprendriez pas. Vous ne savez pas comment l'argent fonctionne. Evelyn faillit rire. L'ironie était si tranchante qu'elle pouvait couper le verre. Le regarda le petit Léo qui dormait profondément, ignorant que son père les vendait pour une fusion. « Alors c'est ça, » Evelyn murmura, sa voix dangereusement calme. « J'ai signé ceci et vous nous jetez juste. » « Vous le signez, » Béatrice siffla, se penchant près. L'odeur de parfum cher écœurant remplissant le nez d'Evelyn. « Et nous vous donnons un chèque de 10 000 $, assez pour obtenir une caravane quelque part dans le Midwest et disparaître. Si vous refusez, nous utiliserons notre équipe juridique pour prouver que vous êtes une mère indigne. Nous vous enterrerons dans des litiges jusqu'à ce que vous soyez sans abri et nous prendrons l'enfant de toute façon. » Béatrix sortit un stylo Montblanc en or de son sac à main et le décapucha. « Signé. Maintenant, avant que je ne change d'avis sur les 10 000. » Evelyn regarda Richard une dernière fois. « Rick, regardez votre fils. Si vous la laissez faire cela, vous ne le reverrez jamais. Je vous le promets. » Richard regarda le bébé. Pendant 1 seconde, son masque glissa. Il avait l'air peiné, mais ensuite il regarda sa mère, se tenant là comme un général, et sa colonne vertébrale s'effondra. « Signez le juste, Yves. Ne rendez pas cela plus difficile que cela ne doit l'être. » Evelyn ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de son nouveau-né. Quand elle ouvrit les yeux, les larmes étaient parties. À leur place se trouvait un acier froid et dur que Richard n'avait jamais vu auparavant. « Donnez-moi le stylo, » elle dit doucement. Béatrice sourit triomphalement. « Fille intelligente. » Evelyn prit le lourd stylo en or. Elle n'hésita pas. Elle tourna à la page de signature et signa son nom avec un paraphe. Evelyn Sterling. « Voilà, » Evelyn dit, rendant les papiers. « Maintenant, sortez. Nous allons prendre le bébé pour le test ADN maintenant. » Béatrice tendit de la main. « Touchez-le, » Evelyn dit, sa voix baissant d'une octave. « Et je crierai si fort. La police sera ici dans 3 minutes. Vous avez vos papiers, vous avez votre divorce. L'audience de garde est en attente du test selon votre propre document. Jusqu'alors, il reste avec moi. Sortez. » Béatrix retira sa main, ayant l'air légèrement déstabilisée par le changement soudain de comportement d'Evelyn. « Bien, profitez de vos quelques heures avec lui. La sécurité vous escortera hors du bâtiment dans 1 heure. N'attendez pas de retour à la maison. » Béatrice tourna les talons et sortit en marchant. Richard s'attarda 1 seconde, regardant Evelyn. « Je suis vraiment désolé, Yves, » il marmonna. « Gardez-le pour le tribunal de la faillite, Richard. » Evelyn répondit, regardant droit devant elle. Richard fronça les sourcils, confus par le commentaire, mais se retourna et suivit sa mère. La lourde porte se referma avec un déclic, laissant Evelyn seule avec le bourdonnement de l'équipement médical. Evelyn attendit exactement 10 secondes. Puis elle déplaça Léo à son bras gauche et tendit la main vers le smartphone bon marché fissuré sur la table de chevet, le téléphone jetable qu'elle utilisait pour sa vie de femme au foyer. Elle l'ignora et tendit la main dans la doublure cachée de son sac à langer,
sortant un élégant téléphone satellite noir qui ressemblait à une pièce de matériel militaire. Elle composa un seul numéro. C'est Sébastien. Une voix britannique nette répondit au premier coup de fil. Sébastien, Evelyn dit, sa voix forte et autoritaire. Code rouge. La façade est terminée. Initiez le protocole Phoenix. Il y eut une pause à l'autre bout suivie par le son de la frappe. Compris, maman. Je vois que votre GPS est actif à Saint-Jude. Félicitations pour la naissance. Dois-je assumer que la famille Thornton était insatisfaisante? Ils m'ont remis des papiers de divorce en salle de réveil, Sébastien. Evelyn dit sèchement. Et ils m'ont offert 10 000 $ pour disparaître. 10 000. Sébastien sembla sincèrement offensé. Cela ne couvrirait pas votre budget chaussures pour une semaine, maman. Exactement. Venez me chercher. Et Sébastien, amenez la Rolls, la Phantom. J'ai fini de me cacher. 1 heure plus tard, la pluie tombait d'assaut, transformant le monde à l'extérieur de l'hôpital Saint-Jude en un flou gris et aqueux. Béatrice avait tenu parole. 2 gardes de sécurité costauds de l'hôpital se tenaient près de la porte de la chambre d'Evelyn, tapant du pied impatiemment. « Madame Sterling, » l'un d'eux dit, l'air mal à l'aise. « Madame Thornton a donné des ordres stricts. Vous devez quitter les lieux. La chambre n'est plus payée. » Evelyn s'était habillée avec les seuls vêtements qu'elle avait, un pantalon de survêtement gris et un sweat à capuche surdimensionné. Elle enveloppa Léo étroitement dans la couverture de l'hôpital, le protégeant du courant d'air. Elle se leva, grimaçant légèrement à la douleur dans son abdomen, mais elle refusa de montrer de la faiblesse. « Je pars, » Evelyn dit froidement. « Ne touchez pas mon sac. » Elle passa devant eux, la tête haute, portant son fils à travers les couloirs stériles. Des infirmières chuchotaient quand elle passait. Béatrice avait fait une scène au poste des infirmières, apparemment disant à tout le monde qu'Evelyn était une mère porteuse devenue incontrôlable qui essayait d'extorquer la famille. Les yeux la suivant étaient pleins de jugement. « Laissez-les regarder, » Evelyn pensa. « Ils travailleront pour moi d'ici demain. » Elle poussa les portes coulissantes automatiques et fut frappée par un mur d'air humide et froid. La pluie était implacable. Il n'y avait pas d'eau-vent à cette sortie. La sortie de service où Béatrice avait instruit la sécurité de la diriger. Evelyn se tenait sous le maigre abri du chambranle de porte, serrant Léo. À travers le parking, elle vit la Mercedes argentée de Richard s'éloigner à toute vitesse, éclaboussant de la boue sur le trottoir. Il n'avait même pas attendu de voir si elle prenait un taxi. Pathétique, elle marmonna. Soudainement, le bourdonnement rythmique d'un moteur puissant coupa le son de la pluie. Un halètement collectif s'éleva des quelques personnes fumant des cigarettes près de l'entrée. Glissant sous la pluie comme une panthère était une Rolls-Royce Phantom peinte dans une finition noire mat personnalisée. C'était un véhicule qui criait la puissance, la richesse et l'exclusivité. Il se déplaça silencieusement, ignorant les marquages de voies réservés aux ambulances, et s'arrêta directement devant Evelyn. La porte arrière ne s'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, la porte côté conducteur s'ouvrit et un homme grand dans un costume anthracite immaculé sortit. Il ne courut pas malgré raclement de gorge la pluie. Il ouvrit un grand parapluie noir robuste et marcha calmement autour de la voiture. C'était Sebastian Vance. Pour le monde, il était un avocat d'affaires très influent. Pour Evelyn, il était son plus vieil ami et le chef des opérations de Sterling Global Industries. Il s'arrêta devant Evelyn, inclinant légèrement la tête. « Maman, mes excuses pour le retard. Le trafic sur le pont était épouvantable. » Le garde de sécurité qui avait suivi Evelyn dehors laissa tomber son presse-papier. « Hé, vous ne pouvez pas garer ça ici. » Sébastien tourna lentement la tête, fixant le garde d'un regard qui pouvait geler l'eau. « Cet hôpital est possédé par le Sterling Trust, n'est-ce pas? Oui, je pense. » Le garde balbutia. « Alors je suggère que vous reculiez avant que je ne vous fasse réaffecter au service de parking en Alaska. » Sébastien dit d'une voix douce. Il se retourna vers Evelyn,
son expression s'adoucissant instantanément. Et ceci doit être le jeune maître Léo. Il dort à travers le drame, Evelyn dit, marchant sous le parapluie que Sébastien tenait pour elle. Un vrai Sterling alors. Sébastien sourit. Il ouvrit la porte suicide arrière. L'intérieur était un sanctuaire de cuir crème et de ciel de toit étoilé. Evelyn glissa sur le siège, le confort la faisant presque pleurer après le lit de hôpital rude. Sébastien ferma la porte, coupant le bruit de la pluie et du monde confus à l'extérieur. Il glissa sur le siège conducteur et la regarda à travers le rétroviseur. « Où, maman? Le penthouse? Le domaine dans les Hamptons? » Evelyn regarda les papiers de divorce qu'elle avait froissés dans la poche latérale de son sac. Elle les lissa. « Amenez-nous au Ritz-Carlton pour ce soir, Sébastien. J'ai besoin d'un bain chaud et d'un service en chambre. Mais d'abord, passez-moi la tablette. J'ai besoin de voir les finances de Thornton Real Estate. » Sébastien lui tendit une fine tablette en verre du siège passager. « J'ai pris la liberté de les afficher quand vous avez appelé. C'est pire que vous ne le pensiez. Ils sont endettés jusqu'au cou. Béatrice a truqué les comptes pour cacher un déficit de 40 millions de dollars. La fusion avec Kensington est leur seule bouée de sauvetage. » Evelyn fit défiler les chiffres, ses yeux scannant les données à la vitesse d'un superordinateur. Elle n'était plus Evelyn la barista. Elle était Evelyn Sterling, l'héritière d'une fortune technologique et énergétique valant des milliards. Une fortune qu'elle avait bâtie elle-même après avoir hérité d'une somme modeste de son défunt père. Elle était allée sous couverture il y a 2 ans pour expérimenter la vie normale, pour trouver quelqu'un qui l'aimait pour elle, pas pour son argent. Elle pensait d'avoir trouvé cela en Richard. Elle avait tort. La fusion Kensington, Evelyn murmura. Qui est l'investisseur principal finançant le côté Kensington de l'accord? Sébastien sourit, ses yeux pétillants dans le miroir. Ce serait Vanguard Capital, maman. Evelyn arrêta de faire défiler. Un sourire lent et dangereux se répandit sur son visage. Vanguard Capital? C'est l'une de nos sociétés écrans, n'est-ce pas? Ça l'est. Nous possédons 51% de l'intérêt majoritaire dans le financement de cette fusion. Evelyn regarda par la fenêtre, alors que la Rolls-Royce s'éloignait du trottoir, laissant derrière elle les gardes de sécurité confus et l'hôpital misérable. « Sébastien, » Evelyn dit doucement, « gelez le financement. »« Maman, vous m'avez entendu. Mettez un arrêt à l'injection de capital pour le site de fusion Kensington-Thornton. Préoccupation de due diligence concernant la stabilité du leadership. Si Béatrice veut une guerre, elle va avoir un hiver nucléaire. » Et concernant M. Richard, Sébastien demanda alors qu'il rejoignait l'autoroute. Il veut épouser Sophia pour les connexions. Evelyn caressa la douce joue de Léo. Laissez-le essayer. Mais d'abord, envoyez les papiers de divorce à notre service juridique. Je veux contre-attaquer, pas pour de l'argent. Je veux la garde complète et je veux acheter l'hypothèque sur le domaine familial Thornton. Le domaine est dans leur famille depuis 4 générations. Sébastien nota. Exactement, Evelyn répondit, ses yeux brillants. Au moment où Léo commencera à marcher, je veux que cette maison soit sa salle de jeu et je veux que Béatrice soit celle qui me remettra les clés. La voiture accéléra, disparaissant dans les lumières de la ville. Evelyn Sterling était de retour et elle avait une liste. La suite présidentielle au Ritz-Carlton était plus grande que tout l'appartement qu'Evelyn avait partagé avec Richard. C'était un monde de marbre italien, de coton égyptien et de vues panoramiques d'une ville qui était actuellement battue par la tempête. Sébastien avait tout arrangé avec son efficacité terrifiante habituelle. Une équipe d'infirmières pédiatriques privées avait été interviewée et vérifiée dans les 20 minutes de leur arrivée, et la candidate la plus qualifiée, une femme douce nommée Madame Higgins, qui s'occupait de la royauté, était actuellement en train d'installer Léo dans un berceau sur mesure dans la chambre d'enfant attenante. Evelyn se tint sous la douche pluie, récurant sa peau à vif. Elle voulait laver l'odeur de l'hôpital, la sensation de la blouse en polyester bon marché et la sensation fantôme de la main de Richard tenant la sienne pendant l'accouchement. Une main qui appartenait à un homme qui l'avait déjà vendue.
Elle sortit de la douche et s'enveloppa dans un peignoir moelleux. Quand elle entra dans le salon de la suite, Sébastien attendait avec un plateau de saumon fumé, de tisane et une pile de dossiers frais. L'échantillon d'ADN pour Maître Léo a été envoyé au laboratoire. Sébastien rapporta versant le thé. Nous avons payé les frais d'accélération. Résultat dans 24 heures, bien que nous connaissions déjà le résultat. Evelyn s'assit sur le canapé en velours, repliant ses jambes sous elle. Béatrice a besoin que ce test échoue. C'est sa seule justification morale pour nous jeter dehors. La moralité n'est pas une monnaie dans laquelle Beatrice Thornton fait du commerce. Maman, seulement un levier. Sébastien lui tendit une tasse. En parlant de cela, le blocage sur le financement du capital Vanguard a été exécuté. Le système de notification automatisé vient d'envoyer l'alerte au DF Immobilier Thornton. Evelyn prit une gorgée de thé, la chaleur se répandant dans sa poitrine. Quelle heure est-il? 19h30. Ils seront au dîner. Evelyn ferma les yeux, visualisant la scène. Le manoir Thornton, un domaine tentaculaire et courant d'air à Greenwich, qui sentait le vieil argent et l'acajou en décomposition. Il mangeait toujours à 19h30 pile. Béatrice en bout de table, Richard à sa droite. Et ce soir, la chaise vide à sa gauche ne serait pas vide. Sophia Kensington sera là. Evelyn affirma que ce n'était pas une question. En effet, son fil d'actualité sur les réseaux sociaux indique qu'elle célèbre un nouveau chapitre avec mon amour Ricky. Elle a posté une photo d'une bague de fiançailles en saphir il y a 1 heure. La tasse d'Evelyn cliqueta légèrement contre la soucoupe. Il a proposé aujourd'hui, le jour où son fils est né. Il semble que Béatrice ne voulait pas perdre de temps à sceller l'accord. Une seule larme s'échappa de l'œil d'Evelyn, chaude et rapide. Elle l'essuya avec colère. C'était la partie la plus difficile, la réalisation que sa romance de 2 ans n'avait pas juste pris fin. Cela avait été une performance. Richard n'était pas juste tombé hors d'amour. Il avait été activement en train d'auditionner son remplacement pendant qu'elle portait son enfant. « Pourquoi l'ai-je fait, Sébastien ?» elle murmura. « Pourquoi ai-je caché qui j'étais ?» Sébastien s'adoucit. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Parce qu'après que votre père, Harrison Sterling, est décédé, vous étiez la plus riche de 22 ans sur la côte Est. Chaque homme qui vous approchait voyait des signes de dollars, pas Evelyn. Vous vouliez ce que vos parents avaient, vraie affection, amour inconditionnel. Et j'ai trouvé un escroc avec un menton faible et un complexe de maman. » Elle dit amèrement. « Vous avez trouvé une leçon, maman. Une leçon très chère pour M. Thornton. » Sébastien se leva, son comportement professionnel revenant. « Reposez-vous maintenant. Demain, la guerre commence sérieusement. J'ai arrangé pour qu'un styliste de garde-robe soit ici à 8 dessus. Le pantalon de survêtement avec respect doit partir. » À ce moment précis dans la salle à manger du manoir Thornton, l'ambiance était festive. Des verres en cristal teintèrent sous la lumière d'un lustre massif. Béatrice rayonnait positivement, un spectacle rare. Elle leva son verre de Dom Pérignon au nouveau commencement et à la réduction des dépenses. Richard, l'air légèrement rougi par le vin, teinta son verre contre celui de Sophia Kensington. Sophia était tout ce qu'Evelyn n'était pas. Bruyante, blonde et drapée de logos. Son père possédait Kensington Logistics, la compagnie qui était supposée sauver Thornton Real Estate de couleur. « Oh, Béatrice, arrêtez !» Sophia gloussa, admirant le saphir à son doigt. « Vous faites comme si nous avions assassiné quelqu'un. Richard est juste enfin revenu à la raison. » Elle se pencha et embrassa Richard sur la joue. « N'est-ce pas, Ricky? » Richard sourit faiblement. « Bien, ouais, c'est pour le mieux. » Il continuait de vérifier son téléphone, à moitié s'attendant à un texte d'Evelyn, suppliant, raclement de gorge, d'être laissé revenir. Mais il n'y avait rien. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait réellement signé. » Béatrice jubila, coupant dans son médium rare filtre mignon. « Je pensais qu'elle se battrait plus. Cela montre juste que ce genre de filles ont toujours un prix. 10 000 $.
et elle a pratiquement couru dehors. Et le bébé? Sophia demanda, plissant son nez. Je veux dire, nous ne le gardons pas, n'est-ce pas? Cela ne correspond pas à notre plan sur 5 ans, Ricky. Nous le mettrons à l'adoption discrètement une fois que le test de paternité reviendra négatif. Béatrice dit de manière dismissive. Ou si par un tragique coup du destin c'est celui de Richard, nous paierons la fille pour qu'il reste loin d'ici. Raclement de gorge. Nous n'avons pas besoin de ce bagage. Richard tressaillit. Mère, c'est un garçon, et il avait l'air. Il avait l'air d'une erreur. Richard Béatrice claqua. Concentre-toi. Demain, le financement de la fusion Kensington arrivera sur nos comptes. 40 millions de dollars. Nous pourrons enfin rembourser les prêts relais de la Deutsche Bank et stabiliser l'action. Juste à ce moment, le téléphone personnel de Béatrice, qui était posé face vers le haut sur la table, vibra violemment. C'était un email d'alerte prioritaire. Béatrice fronça les sourcils. Elle détestait les interruptions pendant le dîner. Elle le ramassa, ajustant ses lunettes de lecture. Alors qu'elle lissait la ligne d'objet, la couleur quitta son visage, laissant son maquillage ressembler à un masque grotesque. Injection de capital urgente, retenir Kensington Thornton. Fichier fusion 919 TIT. Qu'est-ce que c'est, mère? Richard demanda, sentant le changement dans l'atmosphère de la pièce. La main de Béatrix trembla alors qu'elle ouvrait l'email. C'était du partenaire de financement principal, Vanguard Capital. Chère Madame Thornton, en raison de problèmes de conformité imprévus et d'un examen de due diligence en cours concernant la stabilité de la direction exécutive chez Thornton Real Estate, le virement bancaire prévu de 40 000 tolls a été placé sur une suspension administrative indéfinie. Nous nous excusons pour le désagrément. Suspension administrative indéfinie. Béatrice murmura, sa voix à peine audible. Quoi? Sophia demanda. Attendez, quoi? L'argent? Béatrice allaita, laissant tomber le téléphone dans sa purée de pommes de terre. L'argent de la fusion, cela n'a pas abouti. Richard se leva si vite que sa chaise tomba. Que voulez-vous dire, ça n'a pas abouti? Nous avons la paix vendredi. Si cet argent n'arrive pas d'ici demain midi, la banque appellera le prêt. Nous sommes en faillite, mère. Ce doit être une erreur. Béatrice balbutia frénétiquement, essuyant de la pomme de terre de son téléphone. Un pépin informatique. J'appellerai Carlton chez Vanguard. Il le réparera. Elle composa le numéro personnel du VP chez Vanguard Capital, un homme qu'elle avait baratiné pendant des mois. Cela alla directement à la messagerie vocale. Il ne répond pas. Béatrice leva les yeux, la pure terreur dans ses yeux. Eh bien, réparez-le, Ricky. Sophia demanda, sa voix perçante. Mon papa ne signera pas les papiers finaux avant que votre côté du financement ne soit sécurisé. C'était l'accord. Le dîner de célébration se dissout dans le chaos. Richard faisait les 100 pas. Béatrice hyperventilait et Sophia s'inquiétait de comment cela affecterait la planification de sa fête de fiançailles. Aucun d'eux ne suspectait que le problème de conformité était actuellement assis dans un penthouse à 10 miles de là, buvant du thé à la camomille et regardant leur monde commencer à brûler. Le lendemain matin se leva clair et lumineux, la tempête étant passée, laissant la ville récurer propre. Evelyn se tint devant un miroir du sol au plafond dans sa suite. La transformation était saisissante. L'épuisée nouvelle mère en pantalon de survêtement était partie. À sa place se tenait Evelyn Sterling, PDG. Elle portait un tailleur pantalon crème sur mesure par Alexander McQueen qui accentuait sa silhouette tout en criant l'autorité. Ses cheveux, habituellement jetés en chignon désordonné, étaient coiffés en vagues lisses et brillantes. Son maquillage était impeccable, une armure contre le monde. Mais c'étaient ses yeux qui avaient ne plus changé. La douceur était partie, remplacée par une résolution glaçante. « La voiture est prête, maman », Sébastien dit, entrant dans la pièce. Il tendit un nouveau téléphone.
un appareil sécurisé crypté. Et votre nouveau numéro est actif. Seulement 5 personnes sur la planète l'ont. Comment vont les Thornton ce matin? Evelyn demanda, prenant le téléphone. Prévisiblement désespérée, Béatrice appelle les bureaux de Vanguard toutes les 10 minutes depuis 6 heures. Ils la gardent en attente indéfiniment. Richard est actuellement au bureau de Kensington, essayant de convaincre le père de Sophia que c'est juste un petit accroc. Et la réaction de M. Kensington, il est un requin, maman. Il raclement de gorge, sans le sang. Il a dit à Richard qu'il a 24 heures pour montrer une preuve de fond où l'accord est mort et il poursuit pour rupture de contrat. Evelyn s'autorisa un petit sourire froid. Parfait. Quel est le prochain mouvement de Béatrix? Sébastien afficha un dossier sur sa tablette. Elle est acculée. Les grandes banques ne la toucheront pas. Avec le prêt de la Deutsche Bank qui se profile, elle contacte des prêteurs secondaires, des types à fort intérêt, prédateurs. Elle a une réunion à 11h avec une firme appelée Ironclad Capital Partners. Ils sont connus pour les stratagèmes de prêt pour possession. Ils lui donneront assez de cordes pour se pendre, puis prendront les propriétés de l'entreprise comme garantie. Ironclad, Evelyn médita, ajustant les poignets de son blazer. Qui les possède? C'est opaque. Une société écran enregistrée aux îles Caïmans, mais leur courtier national est un homme nommé Marcus Thorne. Louche, mais efficace. Evelyn marcha vers le berceau et embrassa Léo endormi sur le front. Il sentait le lait et l'innocence. « Madame Higgins, je serai de retour dans 2 heures. Gardez-le avec votre vie. » « Bien sûr, mademoiselle Sterling, la nounou répondit doucement. Evelyn tourna vers Sébastien. « Mettez Marcus Thorne au téléphone. Dites-lui que je veux acheter la dette de Beatrix Thornton avant même qu'elle ne signe les papiers. » Sébastien leva un sourcil. « Cela coûtera une prime significative, maman. Ironclad voudra sa livre de chair. Offrez-leur le double de leur taux d'intérêt habituel pour un rachat immédiat des droits contractuels. Utilisez le fonds de capital investissement Sterling pour que mon nom n'apparaisse pas. » Evelyn mit des lunettes de soleil surdimensionnées. « Je ne veux pas que Béatrice doive juste de l'argent. Je veux qu'elle me doive de l'argent. Je veux posséder le sol même sur lequel elle se tient quand je tire le tapis. » À 11h, Beatrix Thornton s'assit dans un bureau luxueux, excessivement moderne à Midtown Manhattan, en face de Marcus Thorne. Thorne était un homme qui portait trop de gel capillaire et un parfum qui sentait le désespoir et le cuir bon marché. « C'est un prêtre-lesse standard, Madame Thornton, Thorne dit, faisant glisser un épais document sur la table en verre. Il sourit, montrant trop de dents. 10 millions de dollars de liquidité immédiate. Le taux d'intérêt est ajusté pour le profil de risque. Béatrice regarda le taux. 18%. C'était du vol qualifié. « C'est de l'extorsion, Marcus. Ma compagnie est saine. Nous avons juste rencontré un accroc avec Vanguard. Un accroc de 40 millions de dollars. » Thorne répliqua. « Le bruit court que vous prenez l'eau vite, Béatrice. Vous signez ceci, vous payez les salaires, vous gardez les lumières allumées pour un autre mois. Vous ne le signez pas. L'accord Kensington meurt aujourd'hui. » La main de Béatrice trembla. Elle n'avait pas le choix. Elle avait passé toute une vie à bâtir le nom Thornton, et elle ne le laisserait pas s'effondrer à cause d'un problème de trésorerie momentané. Elle prit le stylo. « Bien, mais quand l'argent de Vanguard arrivera la semaine prochaine, je refinancerai immédiatement. »« Bien sûr, bien sûr. » Thorne agita la main de manière dismissive. Béatrice signa les papiers. Elle se sentit mal à l'estomac. 20 minutes après que Béatrice fut partie, souriant de soulagement d'avoir sécurisé une bouée de sauvetage, le téléphone de Marcus Thorne sonna. Il écouta un instant, son sourire s'élargissant. « Oui, les papiers sont signés. L'encre est encore humide. Doublez l'intérêt. Virement d'argent aujourd'hui. » Thorne rit. « Monsieur Vance, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Dites à votre client anonyme qu'il vienne de s'acheter 10 millions de dollars de dettes très en difficulté. » De retour au manoir Thornton ce soir-là,
L'ambiance était tendue mais pleine d'espoir. Béatrice avait menti à Richard, lui disant qu'elle avait obtenu un prêt à faible intérêt d'un vieil ami. Richard faisait les 100 pas dans ce salon. Sophia est furieuse. Mère. Son père menace de se retirer de toute façon à cause de l'instabilité. J'ai besoin de ce test ADN pour que nous puissions officiellement nous débarrasser d'Evelyn et du gamin. Sophia ne veut pas de complications avant le mariage. Le laboratoire a dit fin de journée aujourd'hui. Béatrice dit, sirotant un martini. Elle se sentait plus en sécurité maintenant qu'elle avait les 10 millions à la banque. Arrête de te plaindre, Richard. Nous gérons les crises. C'est ce que font les Thornton. Nous avons jeté les ordures et maintenant nous sécurisons l'avenir. Juste à ce moment, la sonnette retentit. C'était un coursier. Richard signa pour l'enveloppe et la déchira. Ce sont les résultats. Béatrice se leva, marchant vers lui. Eh bien, lisez-le. 0% de probabilité correcte. Ensuite, nous appelons notre avocat et le faisons déposer les accusations de fraude contre elle. Richard fixa le papier. Son visage devint complètement flasque. Il le lut encore, puis une troisième fois. Richard, parlez. Béatrice claqua. Richard leva lentement les yeux vers sa mère. Il avait l'air malade. Probabilité de paternité 19 maintenant sim 929%. Béatrice arracha le papier de sa main. Elle fixa les chiffres, son esprit incapable de les traiter. Ceci est impossible, Béatrice murmura. Elle a soudoyé quelqu'un. Cette petite serveuse chercheuse d'or est soudoyé le laboratoire. Avec quel argent, mère? Richard demanda, sa voix creuse. Nous ne lui avons rien donné. Elle est partie avec un pantalon de survêtement et un abonnement de bus. Je me fiche de comment elle a fait. Cela ne change rien. Béatrix froissa le papier. Nous exigerons un nouveau test, ordonné par le tribunal. Nous traînerons cela jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Richard s'enfonça dans le canapé. Un étrange sentiment bouillonnait en lui. Pas de l'amour exactement, mais une réalisation primale qu'il avait un fils, un héritier de chair et de sang, et il les avait abandonnés dans un parking sous la pluie. Peut-être, Richard commença faiblement, peut-être n'aurions-nous pas dû être si durs. S'il est un Thornton, ne soyez pas idiot, Richard. Béatrice siffla. Il est à moitié paysan. C'est une responsabilité. Nous nous en tenons au plan. Nous obtenons l'argent Kensington. Nous épousons UT Sophia et nous enterrons Evelyn sous les frais de justice jusqu'à ce qu'elle remette l'enfant pour un règlement raisonnable et disparaisse. Le téléphone de Béatrice a sonné. C'était une notification par email de sa banque. Finalement, elle murmura. Ce doit être la confirmation de virement d'Ironclad. Elle ouvrit son application bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent si loin qu'ils faillirent se fendre au coin. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge. « Mère, quoi maintenant ?» Béatrice leva le téléphone, ses mains tremblant de manière incontrôlable. L'écran montrait le compte d'exploitation immobilier Thornton. Le solde était négatif. Les 10 millions d'Ironclad ont frappé le compte. Béatrice s'étouffa. Et puis 2 minutes plus tard, il fut saisi. Saisi par qui? Richard cria, se précipitant à ses côtés. Béatrice fixa l'historique des transactions. Le retrait massif portait une simple, terrifiante note. Avis de saisie. Défaut de prêt Deutsche Bank acquis par Sterling Global Holdings. Sterling Global Holdings? Richard demanda, confus. Qui sont-ils? Ils ont acheté notre dette à la Deutsche Bank. Béatrice avait l'air de faire une attaque. Elle reconnut le nom. Tout le monde dans la finance reconnut le nom. Raclement de gorge, Sterling Global était le prédateur apex du monde corporatif. Pourquoi Sterling Global s'intéresserait-il à nous? Béatrice murmura, la vraie terreur s'installant enfin. Nous sommes des fourmis pour eux. Dans le penthouse au Ritz-Carlton, Evelyn regarda l'alerte bancaire en temps réel clignoter sur la tablette de Sébastien. Le premier domino était tombé.
Les 10 millions que Béatrice avait empruntés pour se sauver avaient été instantanément engloutis par la dette qu'Evelyn avait achetée 1 heure plus tôt. Evelyn prit son thé. Sébastien envoyait à Béatrice un avis de saisie standard sur le manoir. Donnez-lui 30 jours pour quitter. Voyons à quel point elle se sent haute société en vivant dans un motel. 3 jours s'étaient écoulés depuis que les comptes Thornton avaient été gelés. Pour Béatrice, ce furent 72 heures d'enfer. Elle avait été forcée de mettre en gage sa collection de bijoux Cartier vintage juste pour payer l'acompte de traiteur pour la fête de fiançailles. Annuler la fête n'était pas une option. Dans l'esprit de Béatrice, la perception était la réalité. Si le monde voyait Richard et Sophia célébrer, les créanciers reculeraient, assumant que l'argent de la fusion Kensington était imminent. La fête était fixée pour vendredi soir au Pierre, l'un des hôtels les plus exclusifs de Manhattan. Souris, Richard, Béatrice siffla, pinçant le bras de son fils alors qu'il se tenait dans la ligne d'accueil. « Vous avez l'air d'être à un enterrement. » Richard ajusta sa cravate. Elle avait l'air plus mince, hagard. « Je ne peux pas joindre Evelyn mère. Son téléphone est déconnecté. L'appartement est vide. Je suis passé là aujourd'hui. Elle est partie. »« Bon débarras !» Sophia interjecta, sirotant du champagne. Elle portait une robe qui coûtait plus que la plupart des voitures, mais elle pendait maladroitement sur sa silhouette. Elle est probablement retournée à n'importe quel parc à roulotte d'où elle a rampé. Oubliez-le, Ricky. Ce soir est à propos de nous. La salle de bal se remplissait de l'élite de New York, sénateurs, magnats de la technologie et magnats de l'immobilier, mais l'atmosphère était tendue. Des rumeurs des problèmes financiers des Thornton circulaient. Les gens chuchotaient derrière leurs mains. Puis la pièce devint silencieuse. Les lourdes portes en chêne à l'entrée principale s'ouvrirent en grand. Habituellement, les invités arrivaient au compte-gouttes, mais la femme entrante maintenant commandait l'attention d'une armée entière. C'était Evelyn. Mais ce n'était pas l'Evelyn qu'il connaissait. Cette femme était une vision de vengeance enveloppée de soie cramoisie. Elle portait une robe Versace sur mesure qui épousait ses courbes, une fente dramatique révélant une jambe qui semblait s'étendre à l'infini. Autour de son cou pendait l'étoile de l'Est, un collier de diamants si rare que même Béatrice haleta quand la lumière le frappa. Elle n'était pas seule. À son bras était Sebastian Barnes, l'air d'une beauté dévastatrice en smoking. Derrière eux traînaient 2 grands gardes du corps qui avaient l'air de manger du béton au petit déjeuner. « Qui est-ce, Monsieur Kensington ?» Le père de Sophia demanda, louchant à travers ses lunettes. Elle a l'air familière. Cela Béatrix s'étouffa, son verre de champagne tremblant. C'est laide. Evelyn n'attendit pas en ligne. Elle, raclement de gorge, marcha droite au centre de la pièce, la tête haute. La foule s'écarta pour elle comme la mer Rouge. Elle n'était pas juste présente, elle envahissait. Sophia, alimentée par la jalousie et trop de vodka, marcha vers Evelyn. « Que faites-vous ici? »« Sécurité. Sortez cette ordure d'ici, elle sabote ma fête. » La musique s'arrêta. Toute la pièce regarda. Evelyn regarda Sophia, un sourire amusé jouant sur ses lèvres rouges. « Saboter? À peine. Je possède le lieu. Vous délirez. C'est le Pierre. »« Correct, » Evelyn dit, sa voix douce et projetée parfaitement pour que la pièce entende. Et à partir de ce matin, Sterling Global Hospitality a acquis la participation majoritaire dans la société holding qui exploite cet hôtel. Techniquement, Sophia, vous êtes debout dans mon salon. Un halètement collectif ondula à travers la foule. Monsieur Kensington s'avança, ses yeux écarquillés. Sterling Global, vous représentez la famille Sterling. Sébastien s'avança. Correction, Monsieur Kensington. Elle est la famille Sterling. Puis-je présenter Evelyn Sterling, présidente et PDG de Sterling Global Industries? Béatrice laissa tomber son verre. Il se brisa sur le sol en marbre, le son résonnant comme un coup de feu. Sterling? Richard murmura, regardant sa femme arrangée, comme s'il voyait un fantôme. La fille de Harrison Sterling.
Les héritiers. Evelyn tourna son regard vers Béatrice. C'était assez froid pour geler le magma. Bonjour Béatrice, j'ai reçu l'avis de saisie que je vous ai envoyé. Je suppose que vous appréciez vos derniers 30 jours au manoir. Vous? Béatrice balbutia, son visage devenant un violet tacheté. Vous avez menti. Vous nous avez trompés. Vous avez joué la pauvre orpheline. Je n'ai pas menti. Evelyn dit calmement, s'approchant pour que seule la famille puisse entendre. Je vous ai dit que je n'avais pas de famille. C'est vrai, mes parents sont morts. Je vous ai dit que je voulais une vie simple. C'était vrai, mais vous ne vouliez pas simple, n'est-ce pas? Vous vouliez de l'argent. Vous m'avez traité comme un chien errant parce que vous pensiez que je n'avais aucune valeur. Elle se pensa, sa voix un murmure d'acier. Vous vouliez une fortune, Béatrice. Eh bien, maintenant vous avez toute mon attention. Et je vous promets, je suis beaucoup plus cher comme ennemi que je ne l'ai jamais été comme belle-fille. Ricky, faites quelque chose. Sophia cria stridemment, réalisant que les projecteurs de ses fiançailles étaient volés. Elle ment. Elle est juste une barista. Monsieur Kensington fit taire sa fille d'un regard aiguisé. Il s'approcha d'Evelyn, tendant sa main, ignorant son propre futur gendre. Mademoiselle Sterling, je n'avais aucune idée. J'essaie d'obtenir une réunion avec votre équipe d'acquisition depuis des mois concernant ma flotte logistique. Evelyn prit sa main brièvement. Nous pouvons parler, Monsieur Kensington, mais je ne fais généralement pas affaire avec des familles qui s'associent au Thornton. Leur hygiène financière est déficiente. Monsieur Kensington retira sa main comme brûlée, regardant Richard avec dégoût. Est-ce que si... Attendez! Richard s'avança, le désespoir dans ses yeux. Yves, s'il vous plaît, nous pouvons parler de cela. Nous sommes mariés. Ce bébé, Léo, il est mon fils. Raclement de gorge. Nous sommes d'une famille. Evelyn rit. C'était un son sombre et creux. Une famille. Vous êtes resté et avez regardé votre mère me donner des papiers de divorce pendant que je saignais dans un lit d'hôpital. Richard, vous n'avez pas le droit de revendiquer la famille maintenant que vous connaissez ma valeur nette. Elle se tourna vers Sébastien. Je m'ennuie. Cette fête est ringarde. Allons inspecter la cave à vin. Alors qu'Evelyn s'éloignait, la pièce éclata en murmures. La fête de fiançailles était effectivement terminée. Monsieur Kensington était déjà au téléphone, annulant vraisemblablement la fusion. Béatrice se tenait au milieu du verre brisé de sa vie, regardant la femme qu'elle avait rejetée partir avec tout ce qu'elle avait jamais convoité. Mais Béatrice Thornton était un animal acculé, et les animaux acculés mordent. Le lundi matin apporta un ciel gris et bruyant à New York. À l'intérieur du bâtiment du tribunal de la famille, l'atmosphère était suffocante. Béatrice avait joué sa dernière carte. Pendant le week-end, alimenté par l'humiliation et la rage, elle avait déposé une motion d'urgence ex parte pour la garde complète de Léo. Son affidavit affirmait qu'Evelyn était mentalement instable, sans abri, et avait frauduleusement usurpé l'identité d'une personne aisée pour enlever l'enfant. C'était un mensonge désespéré. Mais Béatrice avait engagé Arthur Finch, l'avocat de divorce le plus méchant, le plus agressif de l'État. Finch était connu comme le requin. Il ne se souciait pas de la vérité. Il se souciait de détruire l'opposition. Evelyn était assise à la table de la défense. Elle ne portait pas la robe rouge aujourd'hui. Elle portait un tailleur Chanel bleu marine sombre, ressemblant en tout point à la mère concernée. À côté d'elle était assise non pas Sébastien, mais une femme nommée Eleanor Vance, la sœur de Sébastien et la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille du pays. Richard était assis de l'autre côté, ressemblant à un homme marchant à la potence. Il ne rencontrait pas les yeux d'Evelyn. Béatrice était assise derrière lui, son visage un masque de détermination de pierre. « Tous, levez-vous », le huissier annonça. La juge Loretta Barnes entra d'un pas rapide. C'était une femme sans fioriture qui avait vu tous les mensonges du livre. Elle s'assit et ajusta ses lunettes, regardant la montagne de paperasse. « Nous sommes ici sur une motion d'urgence concernant l'enfant. Léo Thornton. »
La juge Barnes dit, « Monsieur Finch, vous représentez le père. Vous affirmez que la mère est indigne. » « Nous le sommes, votre honneur, » Finch tonna, se levant et boutonnant sa veste. La mère, Evelyn Sterling, ou quel que soit l'alias qu'elle utilise aujourd'hui, n'a pas d'adresse fixe. Elle a fui l'hôpital contre avis médical quelques heures après la naissance. Elle n'a pas d'emploi. Mes clients, les Thornton, sont une famille proéminente et stable, avec les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Nous croyons que l'enfant est en danger imminent de négligence. La juge Barnes regarda Evelyn. « Mademoiselle Vance, votre cliente souhaite-t-elle répondre? » Eleanor Vance se leva calmement. « Votre honneur, les allégations sont non seulement fausses, elles sont diffamatoires. Mademoiselle Sterling a quitté l'hôpital parce qu'elle a été expulsée par la grand-mère de l'enfant immédiatement après l'accouchement. » Objection. Finch cria. « Oui dire. J'ai les verrous de sécurité de l'hôpital, » Eleanor dit, faisant glisser un document à l'huissier. « Et concernant l'affirmation de sans adresse fixe, » Béatrice se pencha et murmura à Finch. « Elle séjourne dans un hôtel. Poussez l'angle de l'instabilité. Les juges détestent les hôtels. » Finch hocha la tête. « Votre honneur, vivre avec une valise dans un hôtel est à peine un environnement stable pour un nouveau-né. Les Thornton ont un domaine de plusieurs millions de dollars avec une chambre d'enfant dédiée. Le choix est clair. » La juge Barnes regarda Evelyn. « Mademoiselle Sterling, où résidez-vous actuellement? » Evelyn se leva. « Pour les quelques dernières nuits, j'ai été au Ritz-Carlton, votre honneur. » Béatrice ricana. La U. Cependant, Evelyn continua, sa voix stable. C'était pendant que ma résidence principale était en préparation. À partir de ce matin, Léo et moi résidons au 104 5e Avenue, le Penthouse. La salle d'audience devint silencieuse. Le 104 5e Avenue était l'un des bâtiments les plus chers de New York. Le Penthouse n'avait pas été sur le marché depuis des décennies. Le bâtiment Jacqueline Kennedy Onassis. La juge leva un sourcil. « Vous louez. Je l'ai acheté, votre honneur. En espèces hier. » Béatrice laissa échapper un halètement fort. Elle ment. Elle est barista. Elle gagne le salaire minimum. Ordre. La juge Barnes frappa son marteau. « Madame Thornton, une autre explosion et vous serez retirée. » Eleanor Vance tendit un autre épais dossier à l'huissier. « Votre honneur inclut dans ce dossier est l'affidavit financier de ma cliente. Il inclut l'acte de propriété de la 5e Avenue, ainsi que ses relevés bancaires et la vérification du fonds fiduciaire. » La juge Barnes ouvrit le dossier. Ses yeux scannèrent la première page. Puis elle s'arrêta. Elle tourna la page, ses yeux s'écarquillant légèrement. Elle leva les yeux vers Evelyn, puis de nouveau vers le papier. « Monsieur Finch, » la juge Barnes dit, sa voix étrangement silencieuse. « Avez-vous vu ceci? »« Non, votre honneur. Je suppose que c'est un faux, » Finch riconna. « C'est vérifié par la CCC et l'IRS, » la juge Barnes dit. « Selon ceci, la valeur nette de Mademoiselle Sterling est substantielle dans les milliards. » Finch se figea. Il regarda Béatrice. Béatrice avait l'air de vouloir vomir. « Milliards, » Richard murmura. « Milliards avec un B. » De plus, la juge Barnes continua, son ton durcissant alors qu'elle regardait les Thornton. « Je vois ici une copie d'une pétition pour dissolution de mariage présentée à Mademoiselle Sterling à l'hôpital. Elle lui offre 10 000 $ pour renoncer à ses droits. » La juge enleva ses lunettes et fixa Richard. « Monsieur Thornton, vous avez essayé de soudoyer la mère de votre enfant pour 10 000 $. Une femme qui pourrait acheter et vendre toute votre famille 10 fois avant le petit déjeuner. J'ai fait ce que ma mère a dit, » Richard balbutia, scellant son destin. « Il l'admet, » Evelyn dit doucement. « Il n'a pas de colonne vertébrale, votre honneur, et sa mère est vindicative. Elle a essayé de me séparer de mon fils parce qu'elle pensait que j'étais pauvre. Maintenant, elle le veut parce qu'elle sait que je suis riche. Léo n'est pas une porn, il est mon fils. Mademoiselle Sterling. »
La juge Barnes dit « Je rejette la motion du père pour la garde avec préjudice. De plus, je vous accorde la garde légale et physique exclusive temporaire en attendant un procès complet. Monsieur Thornton, vous pouvez avoir une visite supervisée tous les 2 samedis pendant 2 heures. Beatrix Thornton ne doit avoir aucun contact avec l'enfant, quel qu'il soit. » « Quoi? » Béatrice cria, se levant. « Je suis sa grand-mère. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce tribunal est corrompu. Elle vous a soudoyé. Huissier. » La juge Barnes aboya. « Retirez cette femme de ma salle d'audience immédiatement. » 2 officiers saisirent Béatrix par les bras. Elle donna des coups de pied et cria alors qu'elle était traînée dehors, son tailleur Chanel se froissant, sa dignité complètement partie. « Vous payerez pour ça, Evelyn! » Béatrice cria alors que la porte se refermait. « Vous payerez! » Richard était assis seul à la table, sa tête dans ses mains. Finch était déjà en train de ranger sa mallette, regardant Richard avec dédain. « Mes honoraires viennent de doubler. Si vous pouvez même me payer. » Evelyn passa devant Richard en sortant. Elle s'arrêta une brève seconde. « Eve, » Richard murmura, des larmes dans ses yeux. « Je ne savais pas. C'est le problème, Richard. » Evelyn dit doucement. « Vous n'avez jamais essayé de me connaître. Vous n'avez regardé que l'étiquette. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre le prix. » Elle sortit de la salle d'audience. Eleanor et Sébastien la flanquant. La bataille juridique était gagnée, mais la guerre n'était pas terminée. Béatrice était détruite, publiquement et légalement. Mais une femme comme ça ne disparaissait pas juste, elle s'envenimait. Dehors, sur les marches du palais de justice, les paparazzis attendaient. Quelqu'un les avait informés sur la barista milliardaire secrète. Les flashs explosèrent, alors qu'Evelyn mettait ses lunettes de soleil. « Mademoiselle Sterling, est-il vrai que vous avez acheté la dette Thornton? »« Mademoiselle Sterling, poursuivez-vous pour la garde complète? » Evelyn les ignora, se déplaçant vers le SUV en attente. Mais juste au moment où elle atteignait la porte, un homme dans un costume frénétique et échevelé traversa la ligne de presse. C'était Marcus Thorne, le prêteur prédateur. « Mademoiselle Sterling, s'il vous plaît. » Thorne haleta, l'air terrifié. « Vous devez voir ceci. C'est à propos de Béatrice. Elle n'est pas juste ruinée. Elle a fait quelque chose de fou. » Sébastien le bloqua. « Reculez, » raclement de gorge. « Non, écoutez, » Thorne cria, agitant une tablette. « Elle a mis en gage les polices d'assurance-vie. Elle a souscrit une police sur elle-même et le bébé avant de la naissance. » Evelyn s'arrêta. Elle tourna lentement. « Qu'avez-vous dit? » « Elle a souscrit une police d'assurance homme-clé sur l'enfant à naître. » Thorne dit, tremblant. « Cela paye 5 millions si l'enfant n'atteint pas son premier anniversaire. Elle l'a utilisé comme garantie pour un prêt du côté boueux des pistes. Des gens avec qui je ne traite même pas. » Un frisson froid, plus froid que n'importe quel vent d'hiver, traversa Evelyn. Béatrice n'avait pas juste voulu voler le bébé. Elle avait parié contre sa vie pour garantir un prêt. Et maintenant qu'elle était ruinée, humiliée et interdite de le voir, Béatrice n'avait plus rien à perdre. Evelyn regarda Sébastien. « Montez dans la voiture maintenant. Nous devons augmenter les détails de sécurité. Les quadrupler. La guerre n'était pas terminée. Elle venait de devenir mortelle. » La révélation que Beatrice Thornton avait souscrit une police d'assurance homme-clé sur son propre petit-fils, pariant sur sa mort pour payer ses dettes, transforma la guerre corporative en un thriller de survie. Evelyn se retira dans sa forteresse penthouse au 54 5e avenue, mais la sécurité était une illusion. L'interphone bourdonna et un Richard amoché trébucha hors de l'ascenseur. Il était ensanglanté et essoufflé. « Elle arrive, Eve, » Richard héleta. « Elle doit des millions à des requins solitaires. Elle a engagé des mercenaires pour prendre Léo. Elle a besoin du versement d'assurance. » Avant qu'Evelyn ne puisse réagir, les lumières du penthouse s'éteignirent. L'ascenseur de service, dont Béatrice connaissait les manteaux de contournement, s'ouvrit en grand.
Béatrice fit irruption, l'air dérangé, brandissant un revolver et flanquée de 2 hommes armés. « Bonjour, famille. » Béatrice gloussa, ses yeux sauvages de désespoir. « J'ai créé cet héritage et je ne le laisserai pas mourir. Donnez-moi le garçon. Vous êtes folle, mère. » Richard cria, se tenant entre Béatrice et la porte de la chambre d'enfant. « C'est votre petit-fils. C'est un chèque de paye. » Béatrice cria. « Je n'ai plus rien. Je n'irai pas en prison pauvre. » Elle leva le pistolet, visant Evelyn. Sébastien, le COO d'Evelyn, se jeta sur les mercenaires, en désarmant un. Mais Béatrice resta concentrée. Elle arma le chien. « Non! » Richard rugit, rassemblant un courage qu'il n'avait jamais possédé auparavant. Richard se jeta sur sa mère juste au moment où elle pressa la gâchette. Bang! Raclement de gorge. Le coup de feu résonna comme un canon. Richard s'effondra au sol, une tache rouge florissante sur sa poitrine. Béatrice laissa tomber le pistolet, fixant son fils saignant avec horreur. La réalisation de ce qu'elle avait fait traversa finalement sa folie. Des sirènes hurlaient dehors. Sébastien repoussa le pistolet du pied, alors que des équipes du SWAT inondaient la pièce. Ils traînèrent une Béatrice hurlante menottée, une dynastie se terminant non pas dans la gloire, mais dans une cage. 6 mois plus tard, le manoir Thornton était méconnaissable, lumineux, aéré et rempli du parfum de roses blanches. Evelyn était assise sur la terrasse, regardant Léo glousser dans son trotteur. « Les rapports trimestriels sont excellents, » Sébastien dit, plaçant une lettre sur la table. Et ceci est arrivé du Montana. C'était de Richard. Il avait survécu au coup de feu miraculeusement, mais il n'était pas retourné à son ancienne vie. « Cher Yves, je travaille dans un ranch de bétail maintenant. Vrai travail. Mes mains sont empoulées, mais pour la première fois, je me sens comme un homme. Je ne peux pas être un père pour Léo encore, pas avant d'avoir construit quelque chose de réel à lui offrir. Dites-lui que son papa l'a sauvé. » Raclement de gorge. « Dites-lui que j'apprends à être brave. Amour, Rick. » Evelyn sourit, regardant son fils tendre la main vers un papillon. Elle avait perdu son mari, mais trouvé sa force. Béatrice pourrissait dans une cellule. Richard trouvait son âme. Et Evelyn Sterling, elle ne faisait que commencer. Elle prit Léo et murmura « Nous allons changer le monde, petit lion. Quel voyage !» D'une froide chambre d'hôpital où une mère était jetée comme des ordures au sommet vertigineux de la guerre corporative. Et finalement, un affrontement palpitant qui prouva que l'argent peut acheter beaucoup de haise. Mais il ne peut pas acheter la rédemption. Evelyn prouva que le vrai pouvoir n'est pas à propos de la richesse. C'est à propos de la force de protéger ce que vous aimez. Beatrix Thornton apprit à la dure que quand vous creusez une tombe pour quelqu'un d'autre, vous y tombez habituellement vous-même. Et Richard, eh bien, il apprit qu'il n'est jamais trop tard pour trouver votre colonne vertébrale, même si vous devez tout perdre pour la trouver. Je veux savoir ce que vous auriez fait. Si vous étiez Evelyn, auriez-vous pardonné à Richard après qu'il a pris ce de balle? Ou la trahison était-elle trop profonde? Et Béatrice a-t-elle eu ce qu'elle méritait, ou s'en est-elle tirée facilement? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette montagne russe d'histoire, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. J'ai un drame encore plus juste qui arrive la semaine prochaine à propos d'une mariée en fuite et d'un prince de la mafia que vous ne voulez pas manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.